Bonjour, cette semaine dans Cap Amérique, l'appel à l'unité lancé par Barack Obama aux Américains. Un grand discours à Dallas pour surmonter les fractures communautaires après les morts survenues dans la police et au sein de la minorité noire américaine. À suivre aussi les tractations politiques à l'approche des conventions républicaines et démocrates. Donald Trump et Hillary Clinton doivent choisir leur colistier pour la vice-présidence, des noms qui seront dévoilés dans les tout prochains jours. Et puis le Chili lance une croisade contre l'obésité. Tous les produits seront désormais étiquetés avec leur taux de sucre et de matière grasse. Un bouleversement pour ce pays devenu champion d'Amérique du Sud du surpoids. C'est peut-être l'un des derniers grands discours de sa présidence. Barack Obama était à Dallas mardi pour rendre un hommage aux 5 policiers abattus la semaine dernière par un tireur isolé, un ancien réserviste afro-américain qui avait dit vouloir ainsi venger la mort des Noirs tombés sous les balles de la police ces derniers mois. Comment honorer la mémoire des policiers tués tout en témoignant sa sympathie à la communauté noire qui s'estime victime de bavures? C'était toute la difficulté pour Obama, auteur d'un vibrant appel à l'unité. Je suis ici pour vous dire que nous devons rejeter un tel désespoir. Et j'insiste, nous ne sommes pas aussi divisés qu'il n'y paraît. Je le sais parce que je connais l'Amérique. Et je sais jusqu'où nous sommes arrivés contre vents et marées. Obama qui appelle aussi les Américains à entendre le message de Black Lives Matter, ce mouvement qui dénonce la brutalité policière envers les Noirs. Micah Johnson, le tueur de Dallas, l'avait d'ailleurs invoqué pour justifier son crime, au point qu'aujourd'hui, certains accusent Black Lives Matter d'inciter les Noirs à la violence. Florence Gaillard revient pour nous sur les origines de ce phénomène. Un mouvement né d'un hashtag sur Twitter, devenu le cri de ralliement des Afro-Américains, puis de la jeunesse antiraciste. Black Lives Matter, traduction La vie des Noirs compte, dénonce les bavures commises par des policiers blancs sur des hommes noirs. Le mouvement apparaît aux États-Unis en juillet 2013, après l'acquittement de George Zimmerman, le vigile qui, quelques mois plus tôt en Floride, a abattu Trayvon Martin, un jeune de 18 ans non armé. En 2014, le mouvement prend de l'ampleur. D'abord à Ferguson, quand la mort de Michael Brown, 18 ans aussi, déclenche des émeutes dans le Missouri. L'arrestation d'Eric Garner, qui dit ne plus pouvoir respirer sur cette vidéo amateur, avant de décéder quelques heures plus tard, provoque un nouveau scandale, d'autant que le grand jury de New York décide de ne pas poursuivre le policier. On est prêt pour quoi? Prêt pour la guerre. Qu'est-ce qu'on veut? La justice. Quand la veut-on? Maintenant. Black Lives Matter s'inscrit dans la trajectoire du mouvement de libération des Noirs, mais aussi dans son époque. Il se revendique radical, multiracial, athée et ouvert à toutes les sexualités. Critiqué pour ses actions coup de poing, comme ici on en voit 2 militantes interrompre le meeting de Bernie Sanders. Certains accusent maintenant Black Lives Matter d'être responsable de la tuerie de Dallas. Une nouvelle injustice pour les leaders du mouvement, qui voit dans ces accusations le moyen de décrédibiliser Black Lives Matter à quelques mois de l'élection présidentielle. Et maintenant, les dernières nouvelles de la course à la Maison-Blanche. Bernie Sanders se rallie à Hillary Clinton. C'est désormais chose faite à 2 semaines de la convention démocrate. Chaque camp est maintenant en ordre de bataille derrière son candidat. Reste à connaître le choix du colistier. Qui pour prétendre à la vice-présidence côté républicain? On le saura en fin de semaine peut-être. C'est ce qui se dit au sein de l'équipe de Donald Trump. Pas de calendrier encore côté démocrate, mais la convention est dans moins de 2 semaines. Aux côtés de Hillary Clinton, c'est elle qui tient la corde pour devenir vice-présidente, la sénatrice Elizabeth Warren. Depuis sa première apparition aux côtés d'Hillary le mois dernier, son nom revient avec insistance. Je suis là aujourd'hui car je suis avec elle. Oui, avec elle. Problème, son positionnement politique plus à gauche que celui d'Hillary pourrait effrayer l'aile plus conservatrice du Parti démocrate, qui n'est par ailleurs pas forcément prête à accepter un ticket 100% féminin.
Hillary pourrait alors jouer la carte hispanique avec le secrétaire au logement Julian Castro. Un profil idéal pour attirer le fameux vote latino, mais jugé trop inexpérimenté. Troisième option, celle menant au sénateur de Virginie, Tim Kaine, un modéré, expérimenté, mais qui lui aussi a ses défauts. Le choix de Tim Kaine, est-ce dire aux progressistes, aux libéraux qui soutenaient Bernie Sanders avec autant d'enthousiasme, est-ce leur dire qu'ils peuvent toujours attendre? C'est une question très importante pour Hillary. C'est un homme blanc et avec lui, elle tournerait le dos à la communauté hispanique, à la communauté afro-américaine, aux femmes. En face, plusieurs grands noms du Parti républicain ont dit qu'ils refuseraient d'être vice-président de Donald Trump. Restent tout de même plusieurs options. L'ancien candidat à l'investiture, Newt Gingrich, a déjà exprimé son intérêt, comme le gouverneur du New Jersey, Chris Christie, aux côtés de Trump depuis plusieurs mois, ou le gouverneur de l'Indiana, Mike Pence. Il a besoin de quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a déjà un nom, quelqu'un d'établi au sein du Parti républicain. Car c'est sur ce point-là que Donald Trump a des problèmes. Donald Trump devrait très vite faire son choix avant qu'Hillary Clinton n'annonce le sien, au plus tard, pendant la convention républicaine de Cleveland. Haro sur les sucres et les graisses. Le Chili s'attaque au fléau de l'obésité. Il vient d'adopter une des lois les plus sévères de la planète en matière d'étiquetage. Et il faut dire que plus d'un Chilien sur deux est en surpoids. Florence Tomaso. C'est un fait avéré, la majorité des Chiliens est en surpoids, 60% exactement. Avec une forte croissance économique et un mode de vie de plus en plus sédentaire, le pays a connu en quelques années une augmentation spectaculaire de l'obésité. Face à ce problème de santé publique, les autorités ont décidé de réagir. Nous sommes le pays d'Amérique latine qui a le taux d'obésité le plus élevé. C'est une question qui nous préoccupe. Comment lutter contre l'obésité avec des stratégies différentes? La politique publique qui vient d'être lancée par notre présidente est l'une de ces stratégies. Le gouvernement de Michelle Bachelet a instauré une loi contre le surpoids. Désormais, les industriels ont l'obligation d'inscrire un message d'alerte sur leurs produits trop riches en sucre, en gras ou en sel. Un message qui prend la forme d'une pastille noire. 8000 aliments au total sont concernés. Ce dont nous parlons n'est pas seulement l'application d'étiquettes noires octogonales sur la nourriture. C'est plus strict que de simplement restreindre la vente de produits malsains dans les écoles. Ce dont nous parlons est une action cohérente et décisive qui aborde divers facteurs qui causent une mauvaise alimentation et donc l'obésité et le surpoids. Une action menée dans les supermarchés, mais aussi et surtout dans les écoles. Certains aliments comme les confiseries ont été totalement bannis des cantines. Enfants et enseignants sont sensibilisés aux dangers du surpoids. Je veux manger sainement, comme ça je ne grossirai pas et je pourrai grandir plus. Je veux manger des aliments sains pour garder mes os en bonne santé, pour être en bonne santé. Pour les nutritionnistes, cette loi est un pas dans la bonne direction. L'occasion pour la population de changer son mode alimentaire. Beaucoup de gens ont été surpris de voir que les produits qu'ils pensaient sains ne l'étaient pas. Cela va aider l'industrie alimentaire à refabriquer un grand nombre de ces produits afin qu'ils puissent être transformés en produits sains. Mais pour certains produits fabriqués notamment par Ferrero ou McDonald's, cette loi pourrait être fatale car elle interdit aussi de vendre des produits trop sucrés avec un jouet à l'intérieur. L'enseigne de fast-food a supprimé ses menus enfants. En revanche, le célèbre œuf surprise n'a pas voulu obtempérer. Il n'est donc plus vendu au Chili. Un cours d'eau, des canyons, un décor naturel à couper le souffle. Le lac Powell fait partie des attractions touristiques les plus visitées des États-Unis. Mais ce lac artificiel est en train de se tarir. Explication. Un dédale tortueux de canyon. Les méandres se découpent sur une roche rouge sculptée par le temps. S'il n'avait pas été créé par l'homme, le lac Powell aurait été sacré merveille de la nature. Perchés à 1000 mètres d'altitude, les rivages s'enchaînent à l'infini. 3200 km de côte, l'équivalent du littoral de la France. Seul l'avion permet d'apprécier sa taille. Ce lac artificiel au milieu du désert de l'Ouest américain attire chaque année 3 millions de touristes. Une telle fréquentation pourrait laisser craindre la foule et les nuisances sonores. Il n'en est rien,
grâce à l'immensité des lieux. Ah, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où vous trouvez de l'eau si claire, où c'est si calme dans les canyons. C'est tellement différent de tout. C'est un autre monde. Au détour d'un canyon, on débusque une embarcation typique du lac, le houseboat, maison flottante, l'équivalent d'un camping-car de luxe sur l'eau. Alors ici, il y a la terrasse pour les bains de soleil, le barbecue bien sûr, le toboggan d'où l'on peut sauter dans l'eau. On a aussi une petite grue pour rapatrier les jet skis sur le bateau. 4 000 € la semaine, 5 chambres à bord. Grands-parents, enfants, petits-enfants, cette famille, chaque été, s'offre le même rituel. Tout le confort de la maison, l'aventure en plus. Dans cet univers d'insouciance, difficile néanmoins d'ignorer ces marques blanches sur toutes les parois. La sécheresse sévit ici depuis 5 ans. Le lac Powell a perdu 40% de sa capacité. Ici, on est à Padre Bay. Elle fait normalement 10 km de large quand le lac est plein. Aujourd'hui, ça fait moins de 7 km de large. Clint est guide touristique. Il a vu le niveau baisser de 30 mètres en quelques années. De nouvelles îles sont apparues, dévoilant des trésors cachés datant de plus de 100 millions d'années. Avec ce niveau d'eau très bas, on peut voir aujourd'hui des traces de dinosaures. Le plus grave, c'est la menace qui pèse sur les 40 millions d'habitants dépendant de l'eau et de l'électricité issues du lac Powell. Dans son kayak, Clint imagine la suite. Si la sécheresse persiste ici, beaucoup de ces canyons seront à sec. On serait alors 50 mètres plus bas et je serais en train de marcher au lieu de faire du kayak. Voilà à quoi pourrait ressembler le paysage si le réservoir venait à disparaître. Des immenses falaises et au fond, la rivière Colorado. Ces images datent des années 60. Avant la construction du barrage de Glen Canyon qui a donné naissance au lac Powell. Il a fallu 17 ans pour le remplir. La fin du lac Powell fait frémir les visiteurs et l'industrie touristique. Ces paysages lacustres inoubliables sont pourtant artificiels. Il y a 40 ans, ils n'existaient pas. Cap Amérique, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site france24.com. Rendez-vous la semaine prochaine.